Ce que je veux vous présenter, c'est une partie, c'est un petit chapitre d'un livre que je prépare pour l'année prochaine qui est dédié à la morphologie du genre utopique, une morphologie avec 4 typologies que je pense proposer, enfin faire la distinction et offrir beaucoup d'exemples pour chaque des 4 catégories. Et donc maintenant, je vous présente un petit chapitre, une petite étude sur les utopies féministes modernes, et surtout sur un thème de ces utopies, où souvent ce sont des dystopies, des anti-utopies, le thème de la parthénogenèse, qui je pense que je pourrais montrer central et même le but logique de ce type de rêve de cité idéale conduite et constituée par les femmes. Le mouvement d'émancipation de la femme a trouvé à l'âge moderne un porte-parole important dans le genre utopique. Les commentateurs considèrent que le mot même féminisme a vu le jour dans les écrits du socialiste utopique, selon la caractérisation de Marx, Charles Fourier. Au cours du XIXe et puis du XXe siècle, en parallèle avec les manifestes et les gestes politiques et sociaux où se dessine l'idéologie féministe, une série d'auteurs ont utilisé les utopies ainsi que les dystopies comme des espaces imaginaires pour faire des expériences de pensée. C'est le terme de Einstein qui, à défaut de pouvoir parfois démontrer par des expérimentations réelles, physiques, il faisait des expériences de pensée. Donc, ces utopistes font des expériences de pensée concernant la possibilité d'organiser des sociétés féminines idéales. Le thème de l'émancipation, voire de l'autonomie de la femme par rapport à une société traditionnaliste patriarcale, n'était pas nouveau. Il avait un important précurseur dans la figure antique et puis médiévale des Amazones. À l'âge classique, ce mythe a été repris dans des utopies ou plutôt des anti-utopies, qui utilisaient le mécanisme du monde à l'envers pour ironiser des attitudes comportementales qui risquaient de bouleverser la tradition reçue. Ainsi, l'amazonisme a servi de support aux comédies classiques qui ironisaient, à travers la vision de mundus inversus, notre mundus, notre monde même, en proie à des folies. Folie dans le sens que donne Erasme à ce terme, nous sommes un monde de fous. En proie à des folies réformatrices. L'île des Amazones de Lesage, la nouvelle colonie ou la Ligue des femmes de Marivaux, la colonie toujours de Marivaux, ou les femmes militaires de Louis Rustin de Saint-Jory sont quelques exemples de mondes sexuels renversés. À partir du XIXe siècle, les utopistes, en accord avec les nouvelles évolutions concernant le rôle social de la femme, ont commencé à imaginer des communautés utopiques féminines, non plus pour critiquer l'émancipation féminine comme il se passait à l'âge classique, mais pour démontrer ses avantages et futurs bienfaits. Les livres que nous envisageons dans ce contexte sont ceux de Mary Griffith, 300 Years Hence, Annie Cridge, Men's Rights or How Would You Like It, Mary Bradley Lane, Mizora, Ellie Jones, Unveiling a Parallel, a Romance, Elizabeth Corbett, New Amazonia, A Foretaste of the Future, Charles Niswonger, The Isle of Feminine, et Charlotte Perkins, avec ses deux romans connus, Erland et With Her in Our Land. J'ai aussi une deuxième partie de ce travail, mais je veux faire économie, je vais faire l'impasse sur cette deuxième partie qui s'occupe d'utopie féministe moderne qui arrive jusqu'au moment présent. Mais je pense que l'idée principale sera esquissée assez bien dans ces petits corpus d'utopie de la fin du XIXe et début du XXe siècle. Par rapport aux utopies féminines antérieures, ces récits accueillent sur leur parcours des thématiques nouvellement apparues, comme le socialisme utopique et la technologie, le naturisme et l'écologisme, l'eugénisme, l'amélioration génétique, le racisme. Ces idéologies n'étaient cependant que des adjuvants et des compléments au thème nucléaire des utopies féministes, à savoir l'indépendance par rapport à une société phallocratique, à un monde dirigé par les hommes.
Pour assurer l'autonomie totale d'une société féminine, les auteurs modernes ont dû trouver une solution alternative à la procréation sexuelle. Et cette solution a été la parthénogenèse. Les érudits de l'Antiquité et du Moyen-Âge s'étaient déjà heurtés à ce problème. Leur solution, en ce qui concerne la société des Amazones, avait été de séparer les communautés des femmes et des hommes, parfois même sur des îles distinctes, comme Féminy-la-Grand. Dans la saga d'Alexandre le Grand du Moyen-Âge, on parle de Féminy-la-Grand, l'île des femmes amazones. La solution des érudits de l'Antiquité a été d'organiser des rencontres maritales contrôlées, exclusivement dédiées à la conception d'enfants. Et afin de conserver la pureté de chaque communauté, ils obligeaient les mères soit de tuer, soit d'exposer les nouveaux-nés mâles, soit de les renvoyer chez leur père. Dans la comédie La colonie de Marivaux, les femmes décident, je cite, de sortir de l'humilité ridicule qu'on nous a imposée depuis le commencement du monde et conspirent, je cite à nouveau, à dresser tout de suite une belle et bonne ordonnance de séparation d'avec les hommes. Pour se voir restituer la dignité de femme, les protagonistes décident de ne plus enfanter. Je cite toujours, « On verra la fin du monde, la race des hommes s'étendra avant que nous cessions d'obéir à vos ordres. » Évidemment, à l'âge classique, de tels projets de ségrégation féminine, qui sont le résultat d'un monde mis dessous, donc un monde à l'envers, sont voués à l'échec. En revanche, l'anthropologie, la médecine et l'eugénisme moderne ont imaginé une solution plus radicale pour assurer l'indépendance des femmes, la conception monosexuée. Il est vrai que l'érudit antique Pomponius Mela soutenait déjà que les Amazones, je cite, deviennent fécondes par elles-mêmes sans aucun commerce avec les hommes. Mais ce n'est qu'à l'époque moderne que les techniques de manipulation génétique, la fécondation in vitro, clonage, etc., ont pu donner un semblant de véracité au fantasme de la parthénogenèse. Par ce biais scientifique, le processus d'inversion mis en œuvre par la vision d'un monde de femmes a pu être radicalisé et poussé à l'extrême. Les hommes dominants dans la société européenne à l'endroit ont non seulement été subordonnés aux femmes, mais dans les utopies modernes, ils ont fini par être exclus de la race humaine dans ce monde à l'envers que sont les utopies australes, les utopies exotiques. Du point de vue de la vraisemblance, l'hypothèse d'une reproduction monogamique exclusivement féminine transforme ces sociétés sans hommes en des utopies, selon le préfixe grec ou-uk, qui veut dire non, donc des places non existantes, des places fantastiques, invraisemblables, dans un conte de lecture réaliste. Pour le reste, ces récits sont bien peu imaginatifs en ce qui concerne les inventions futuristes et restent dans les lignes des utopies socialistes et technologiques de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Mary Bradley Lane, pour citer l'un des contributeurs importants au corpus de cette subdivision utopique, les utopies féministes, insiste même sur la convention réaliste qu'elle impose à son récit, déclinant tout art rhétorique et travail d'imagination au profit d'un, je la cite, « fort sentiment du devoir envers la science et les esprits progressistes de mon époque », dont elle fait sa profession de foi. Je vais analyser un peu son roman « Mizora ». La protagoniste de son roman, Vera Zarovitch, est une aristocrate exilée en Sibérie, à l'instar d'une militante russe du mouvement des Narodniki, dont la figure lui a servi de modèle. Dans le roman, le personnage réussit à s'évader du champ de Sibérie, mais embarqué sur un bateau naviguant vers le nord, elle échoue chez une tribu d'Esquimaux. Elle sera par la suite engloutie par un maelstrom du pôle, un tourbillon d'eau et de brume qui la dépose dans un monde souterrain paradisiaque. L'éditeur actuel du texte, Jean Feltzer, relève que le fait que la descente de Vera en utopie est une entrée phallique, avec je le cite, avec un fort aspect théâtral et orgasmique. En fait, moi je le pense, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce commentaire. En fait, la scène renvoie moins à un imaginaire masculin violent et pénétrant, et plutôt à un regressus ad uterum,
une ingression douce et régénératrice aux entrailles de la terre-mère. Le monde souterrain a en effet une dimension maternelle et embryonnaire. C'est un pays de la richesse et de la fertilité sans limite. Le climat en est doux, l'atmosphère sereine, l'air est rempli de suaves arômes et de chants harmonieux, les jardins et les vergers offrent leurs fruits gracieusement, sans aucun effort. La fécondité prodigieuse du pays rend fertiles les femmes qui y habitent sans qu'elles aient besoin d'insémination masculine. Ces Amazones souterraines, peut-être on pourrait dire ces Amazones utérines, sont toutes blondes. Je disais déjà qu'il y a des fantasmes aussi de sélection raciale, des thèmes racistes. Elles sont belles, elles sont pures, même ascètes, végétariennes, pratiquent une vie saine et une respiration yoga, où elles trouvent le secret de l'éternelle jeunesse. Dans ce monde, il n'y a pas d'hommes, leur race a disparu depuis 3000 ans. Vera reçoit comme guide la fille de la préceptrice du Collège national, Wana, qui lui présentera l'organisation et les qualités de son pays. Du point de vue politique et social, Mizora, le pays des femmes, est bien avancé par rapport aux États de la surface. En tant que gouvernement, elle est une république féminine où les fonctions, qui dans le monde extérieur sont exercées par les hommes, reviennent aux femmes. Les classes sociales y ont été abolies, tout le monde vit un luxe plaisant, sans privilèges ni déshérité du sort. La morale évoluée et assumée par tous les membres de la société permet l'exclusion des comportements négatifs comme le pot de vin, la chicanerie politique, la promotion dans les emplois administratifs par le jeu d'influence, le vol du bien public, la démagogie, les mensonges politiques, l'impunité des politiques corrompus. Selon les dires de Wana, ces traits caractérisaient la société des hommes d'antan, devenue entre-temps des extinct animals. En revanche, les femmes de Mizora sont une espèce évoluée qui a vécu des transformations neuronales et intellectuelles importantes. Je cite, « Their brain was of a finer intellectual fiber. It possessed a wider, grander, more majestic receptivity. They absorbed ideas that passed over me like a cloud. Their imaginations were etherealized. » Fin de citation. Cette nouvelle configuration cérébrale leur permet la compréhension et la maîtrise de la matière. We have become mistresses of nature's peculiar processes. We influence or control them at will. Parmi les lois de la nature soumises par l'intelligence féminine figure aussi la procréation. L'image de l'évolution anthropologique des Mizoraniennes combine misandrie et racisme. Parmi les femmes, je cite, « The highest excellence of moral and mental character is alone attainable by a fair race. The elements of evil belong to the dark race. » Toutefois, la vision raciste n'est pas à attribuer son reste à Mary Bradley Lane. Comme dans beaucoup d'utopies, où souvent ce qui est porté au nu pour être subrepticement questionné ou mis en dérision, le personnage central fonctionne comme un dénégateur, un disclaimer, disent les Anglais, pour l'auteur. Donc il y a toujours une sorte de discrépance entre ce que pense ou ce que dit l'auteur et ce que dit ou pense le personnage. Au moment où Anna lui présente l'histoire de Mizora, Vera, la protagoniste, exprime le doute que l'évolution puisse être liée au changement racial. Les questions de sélection génétique et d'eugénisme ne sont d'ailleurs pas les seules qui ne reçoivent pas l'accord de la protagoniste féminine. Vera n'adhère pas non plus à l'athéisme des Mizoraniennes qui traite la religion chrétienne de barbare et superstitieuse. L'opposition topographique entre le monde de la surface et le monde souterrain est doublée par une opposition temporelle. L'humanité occidentale, dirigée par les hommes, appartient à un passé révolu, alors que les Mizoraniennes ont un avenir phylogénétique. Le but de la mise en miroir des deux civilisations est une exhortation morale à la Thomas More. Notre civilisation pourrait amorcer une évolution similaire à celle de Mizora par la mise en place d'une éducation universelle apte à créer les conditions d'une liberté universelle et d'une libération sociale. Mizora est donc un monde inversé par rapport au nôtre, mais un monde à venir, que Vera aimerait bien voir réalisé ici-bas ou ici-haut, parce que Mizora est en dessous.
quelques années plus tard, Elizabeth Burgen-Corbett, dans New Amazonia, amplifie les traits utopiques des Amazones. Les hommes ne sont pas absents de son état féminin, mais ils n'ont pas accès aux fonctions politiques, puisque les gouvernements masculins parrainent la corruption, l'injustice, l'immoralité, le conformisme et le bigotisme. En revanche, un programme eugénique sévère qui implique le végétarisme et l'euthanasie des enfants mal formés ou bâtards permet une amélioration de la condition humaine. Les Amazones de Corbett, à l'instar des grands Patagons qui apparaissent dans les relations des premiers explorateurs des Amériques, ont une taille d'environ 7 pieds et vivent des centaines d'années et rajeunissent par une technique de prélèvement de l'énergie de vie des chiens. Pendant la Grande Guerre, une autre écrivaine, Charlotte Perkins Gilman, publie 2 livres à la suite dans lesquels elle imagine un pays de femmes, Herland, mis en contraste avec Our Land, notre monde. Dans Herland, publié en 1915, 3 Américains, Terry, Jeff et Van Dyke, le narrateur, préparent une expédition vers un territoire inconnu, apparemment en Amérique du Sud, situé sur un massif montagneux isolé où se trouve la source de plusieurs grandes rivières. Le survolant en avion, ils y découvrent un paysage paradisiaque, au climat tropical, doux, une nature abondante mais rigoureusement cultivée, des villes et une civilisation plaisante et belle. Les dires des aborigènes qui habitent au pied du massif et l'expérience directe des protagonistes leur apprennent que le pays est habité exclusivement par des femmes. Aussi, les 3 amis l'appelleront-ils Amazonia, Womanland, Feminicia et finalement Herland. Ayant la surface des Pays-Bas, Herland abrite une population d'environ 3 millions de femmes. L'histoire de cette civilisation matriarcale commence au début de l'ère chrétienne, quand la population locale d'origine aryenne, voilà l'obsession de la race, bisexuée et polygame, pratiquant l'esclavage, était en contact direct avec les grandes cultures du monde de l'époque. Ultérieurement, obligée par des guerres de se réfugier et se barricader dans le massif, cette population aurait reçu le coup fatal lors d'une rébellion des esclaves qui ont tué les derniers hommes de la communauté. Restées seules, sans contact avec d'autres hommes, les femmes ont survécu grâce à un miracle, une mutation génétique qui a permis à une première femme d'engendrer seule, par parthénogenèse, des enfants sans père. Se multipliant autour de 5 filles par mère, la descendance de cette Urmuter, de mère originelle de Herland, aurait institué une human motherhood. Pendant les 2000 ans de séparation, les femmes de Herland ont perdu autant la pratique physiologique que la culture sociale des sexes. Sans partenaire masculin, elles ont dû acquérir une conformation anatomique plus vigoureuse pour pouvoir entreprendre les travaux les plus pénibles. Les 3 Américains découvrent, à leurs dépens, ce qui signifie affronter par la force ou essayer de fuir ces athlètes en excellente forme physique. Le refoulement ou l'atténuation de l'instinct sexuel, je cite, « There was no sex feeling to appeal to, or practically none. 2000 years, these youths have left very little of the instinct. » Donc le refoulement de l'instinct sexuel a mené, dans leur comportement social, au remplacement des stratégies de la séduction et de la concurrence par une attitude de camaraderie généralisée. Tout en protestant à l'arrière-plan contre la discrimination des femmes dans la civilisation chrétienne occidentale, Charlotte Perkins Gilman propose une expérimentation imaginaire. Que serait une société où les femmes auraient la possibilité de s'épanouir, d'exercer leurs qualités et faire valoir leur potentiel? C'est pourquoi il serait contre-productif d'essayer d'y trouver une explication biographique de l'auteur. On a essayé, il y a des études qui ont essayé de voir si l'auteur n'a pas eu de problèmes pendant l'enfance et si elle n'exprime pas des fantasmes refoulés, etc. Il serait donc inutile de faire une psychanalyse de cette obsession de désexualisation des relations interindividuelles et de reproduction par parthénogenèse. Indifféremment de ces choix personnels liminaux, l'auteur propose une idéologie
camouflé dans un exemple figuratif narratif. Le féminisme n'est pas, dans ces utopies, qu'un des thèmes soumis à la stratégie utopique de l'inversion et parfois de réduction à l'absurde. Il y a d'autres utopies qui procèdent par une démonstration, par réduction à l'absurde. Par exemple, il y a des utopies où l'anatomie aptère, donc nous sommes des êtres sans ailes, est combattue par des visions où il y a des êtres ailés, des hermaphrodites par exemple qui peuvent voler. La mortalité ou la nature charnelle de l'individu humain, ce sont des thèmes qui, dans ces utopies à l'envers, sont combattus en imaginant le contraire. Des hommes spirituels qui n'ont pas du corps, des hommes avec des ailes, des hommes immortels, et voilà maintenant des femmes qui peuvent engendrer sans contact avec les hommes, sans insémination. Je saute d'autres commentaires. Je disais qu'il y a un double espace, l'espace de la surface, qui est celui de, l'espace connu, l'oïkouméné de l'époque, le globe, qui est Our Land, et Her Land, ce petit massif isolé où vivent les femmes. Le système solaire double de toute utopie, c'est une petite théorie, je n'ai pas le temps de la développer ici, mais je dis que toute utopie n'est pas seulement la description d'un pays isolé, elle doit poser deux topies en contraste. Il faut que l'utopie de Thomas More soit posée en contraste par rapport à l'Angleterre de Thomas More. Donc le genre utopique est conçu comme un système solaire qui a deux soleils, en fait. L'un est un soleil brillant, et l'autre, posé comme modèle, l'autre est un soleil noir, une sorte de trou noir, qui est le modèle négatif, c'est-à-dire ce qui est critiqué d'habitude notre monde. Donc le système solaire double de toute utopie trouve ici un support figuratif complet. Si Thomas More attribue à l'Angleterre et à l'utopie les deux parties de son texte, Charlotte Perkins Gilman distribue les deux mondes dans les deux volumes. Un an après, en 2016, elle a publié avec Her in Our Land, un deuxième volume, où un des protagonistes revient dans le monde connu avec une femme qu'il a pris pour épouse dans ce monde féminin et qu'il fait visiter notre monde en proie à la guerre. Et vous pouvez imaginer que ces impressions sont désastreuses, ces impressions de notre monde. Donc Charlotte Perkins Gilman distribue les deux mondes entre ces deux volumes, ayant chacun son autonomie narrative et son décor à part. Les trajets de Van Dyck, le narrateur, et d'Ellador, sa femme, se reflètent symétriquement. Si le premier a été un explorateur en Herland, la seconde devient un explorateur en Our-land. Et si Herland, situé dans un ailleurs géographique, occupait la position d'un zénith anthropologique et moral, inévitablement, Our-land se retrouve dans la position d'un nadir anti-utopique. Malgré l'espoir d'Ellador de trouver dans le monde de son époux une civilisation 2 fois plus avancée, dit-elle, puisqu'elle bénéficiait de l'apport de 2 sexes. Voilà, nous, les femmes seulement, nous avons créé une civilisation belle et bonne. Alors, une civilisation avec les 2 sexes, elle devrait être 2 fois meilleure. Mais voilà que son espoir et les découvertes qu'elle fait sont déconcertantes et expriment de fait les critiques que l'auteur formule à l'encontre de notre civilisation. Si dans la majorité des utopies, les renvois à la société de l'ici sont souvent sous-entendus, puisque notre monde lui-même est considéré comme suffisamment connu pour ne point avoir besoin d'explicitation, les 2 volumes de Charlotte Gilman offrent la possibilité de structurer les oppositions en 2 topies complémentaires qui recueillent chacune l'une les traits positifs, respectivement l'autre les traits négatifs que l'auteur se propose de valoriser ou d'attaquer, de critiquer. Beaucoup de commentaires et de réflexions parsemés au long de la visite d'Ellador en Europe, puis en Afrique, en Inde, en Chine, au Japon, aux États-Unis, pratiquement tout notre monde, sont construits selon un regard parallactique qui fixe 2 points de mire contrastifs. Le but militant de la longue série d'images contrastives offertes par les 2 explorateurs complémentaires, Van Dyck et Ellador, dans lesquels le monde des hommes est nettement inférieur au monde des femmes,
et de critiquer la distribution des rôles des genres dans la civilisation occidentale, la phallocratie et le machisme qui règlent la relation culturelle entre les sexes. La critique féministe des préjugés et des stéréotypes de la culture patriarcale est rendue par des formules telles la réflexion de Van Dyck, je cite, « Whenever man had been superior to woman, we had proudly claimed it as a sex distinction. Whenever man had shown evil traits, not common to women, we had serenely treated them as a race characteristics. » Traduit dans les termes de configuration utopique, cette question d'imagologie assume la forme suivante. La vision masculine centrique attribue les traits positifs de la race humaine au seul sexe masculin et les traits négatifs spécifiquement masculins à toute la race, distribuant ainsi les deux sexes en deux topies, l'une supérieure et l'autre inférieure. Vu à travers une vision féminine centrique, le monde à l'envers de Charlotte Perkins Gilman réattribue les traits positifs de la race humaine au sexe féminin, organisé dans l'utopie de Herland, et les traits négatifs du monde, au monde conduit par le mâle, à savoir Auerland. L'exagération par réduction au positif de l'éudémonisme de la société féminine devrait faire pendant ou contrebalancer la mauvaise distribution des rôles dans la société masculine de notre monde et refaire ainsi, dans l'entre-deux, un mundus où les deux genres se retrouveraient dans des positions égales et correctes. Charlotte Perkins Gilman exprime textuellement le jugement et le désir qui est sous-jacent à toute utopie. Si une population, par exemple celle de l'utopie de Thomas More, même si elle n'est pas chrétienne, est capable de mettre en place une société meilleure, pourquoi donc les Européens, 5 minutes, 3 minutes, 3 minutes. Pourquoi donc les Européens qui bénéficient de la révélation de Jésus-Christ ne sont-ils pas capables d'aspirer à l'excellence? Mutatis mutandis, dans le cas de Auerland, le verdict formulé par Van Dyck est « If those women, alone and unaided, had worked out that pleasant, peaceful, comfortable civilization of theirs, with its practical sister lines and friendliness all over the land, I was very anxious to show her that men alone had done at least as well, and in some ways better. » Malheureusement, le triste spectacle de la guerre mondiale ne saurait aucunement conforter ce vœu. Toutefois, à la différence de Wana, le personnage de Bradley Lane, qui ne survit pas au contact avec notre monde perverti, elle adore, le personnage de Perkins est beaucoup plus optimiste et dynamique. Au lieu de déprimer, elle envisage l'état de Auerland comme le défaut à corriger d'un enfant retardé et se propose de soulever le problème du monde devant le conseil de Herland. Notre monde est posé comme un enfant, this country is a child, dans le cadre d'une formidable rêverie de renfantement social. Là où la culture patriarcale, avec sa religion d'un dieu de la terreur et son économie basée sur la propriété privée et la concurrence, a échoué, une culture matriarcale, socialiste et hautement morale, voire sereine et harmonieuse, devrait finalement réussir. L'idéologie féministe aboutit ainsi à un fantasme de parthénogenèse amplifié pour embrasser toute notre civilisation et la traiter comme l'embryon d'une société future bien meilleure. Comme je vous disais, maintenant j'arrive à la conclusion, j'ai une autre partie où j'analyse des œuvres des utopistes, des femmes utopistes contemporaines, Monique Wittig, Les guerrières, Joanna Russ, The Female Man, Marge Percy, Women on the Edge of Time, et John Slotchensky, A Door into Ocean, dans lesquels le fantasme de parthénogenèse est déjà combiné à la science-fiction. Mais je pense que l'idée est déjà assez claire, donc la conclusion à laquelle je voudrais arriver est que la parthénogenèse, qui est le thème central de ces utopies féministes, est le résultat logique d'une expérience de pensée utopique. Comment assurer l'autonomie et l'indépendance d'une société féminine en garantant que les femmes peuvent produire sans avoir besoin d'insémination, sans le concours des hommes. Mais c'est une démonstration par réduction à l'absurde. Comme dans toute démonstration de ce type, plus on pousse le principe à l'extrême, plus l'utopie risque de devenir une anti-utopie.
Il y a un mot qui dit très bien, l'utopie de l'un est peut-être l'anti-utopie de l'autre. On a pu le voir même pour les utopies, disons, de type socialiste, communiste. Quels sont les résultats? On a pu même le voir dans l'histoire. Donc, ces types d'utopie où la parthénogenèse est le thème central sont souvent ambigus, peut-être pas pour les auteurs, qui peuvent les présenter comme des réussites sociales, mais il y a toujours un arrière-goût d'échec qui est donné peut-être par les personnages, peut-être par des autres commentateurs qui trouvent que ce type de société est problématique. Au moins. Merci. Merci beaucoup. Alors oui, merci beaucoup, c'était extrêmement intéressant et je me posais des questions justement sur ces utopies qui ont été écrites à la fin du 19e, début 20e. Vous avez parlé pas tout à fait d'un miroir déformant, mais d'un modèle qui montre exactement le contraire de ce qu'est la société à l'époque. Et c'est intéressant que, par exemple, Charlotte Perkins Gilman, dont vous avez parlé, a publié ses romans à peu près en 1915. 15 et 16. 15 et 16, c'est ça, c'était très intéressant ici, je trouve, parce que ce qui se passait dans toute cette époque ici, c'est qu'il y avait des suffragettes, un peu avant, après, il y avait tout un mouvement de suffragettes qui, en fait, n'était pas du tout couronné de succès tout de suite. C'était une lutte très, très difficile. Et Gilman elle-même a écrit d'autres nouvelles, surtout comme The Yellow Wallpaper, par exemple, où elle est extrêmement critique de tout le système institutionnalisé de la médecine, surtout de la psychiatrie, qui est géré par les hommes. Alors là, il y a peut-être une sorte de pessimisme qu'on voit dans ces écrits qui sont vraiment ancrés dans l'époque où il y avait beaucoup d'espoir de changer les choses, mais en même temps, on a vu que ça ne va nulle part. Et ça, c'est très différent de plus tard, évidemment, où la situation a changé. Donc, je me demande jusqu'à quel point vous voyez ce miroir déformant comme une représentation donc oppositionnelle d'une situation sociale très, très difficile, très frustrante peut-être, très regardée de façon très pessimiste par beaucoup de femmes. C'est-à-dire jusqu'à quel point est-ce que la situation des suffragettes, etc., n'est pas vraiment au centre de beaucoup de ces utopies très, très pessimistes vis-à-vis de la société à l'époque. Donc c'était la seule issue que ces auteurs pouvaient s'imaginer. Pour elles, il n'y avait pas d'issue moins radicale. C'est-à-dire, les femmes n'avaient pas encore tous les droits, les femmes n'avaient pas le vote jusqu'à 1940, ici que je pense au Québec, beaucoup d'autres pays aussi. Il y avait des lois économiques qui allaient contre les femmes, qui n'avaient pas le droit d'avoir des comptes bancaires, encore à une certaine époque. Donc c'est un pessimisme vraiment profond qui les amène à fuir la société. Je ne sais pas si vous voyez ce contexte vraiment historique des luttes des femmes comme vraiment important pour ces utopies. En effet, il y a tout un contexte historique qui motive, mais pas seulement au XIXe siècle, au XIXe siècle, puis au XXe siècle, etc. Il y a toujours des idéologies qui appuient ce type d'utopie. Mais il y a eu toujours une lutte qui a pris d'autres formes, parfois motivées par d'autres mythes créateurs de notre société. Je pense que depuis l'avènement de la société judéo-chrétienne avec le patriarcalisme, depuis la censure des grands déesses de l'Antiquité, des cultes, du polythéisme, où il y avait des déesses et des femmes toujours en position égale à des hommes, la femme a été toujours mise en deuxième position et chaque époque a trouvé ses moyens d'exprimer ses désirs de libération sociale. Alors c'est vrai qu'au XIXe siècle, ensemble avec le mouvement communiste et socialiste, il y avait beaucoup de mouvements en Angleterre, en Europe, aux États-Unis. Le mouvement de femmes a pris aussi un moment, comme disent les Anglais, une sorte de... D'essor.
voilà, une impulsion plus forte qui pouvait s'appuyer sur des idéologies, sur des mouvements constitués au niveau social, tandis que pendant les siècles auparavant, il n'y avait pas ce support social d'un tel mouvement. Est-ce qu'il y avait d'autres possibilités est-ce qu'ils étaient obligés par le contexte social d'imaginer seulement, elles ne pouvaient imaginer pas d'autres solutions? Ça, c'est difficile à dire. Peut-être oui, dans une sorte de déterminisme, mais toutefois, l'imagination est parfois assez libre pour donner. Ce que je pense, c'est que ce type d'utopie, elles ne sont pas vraiment ce que les autrices, les auteurs pensent vraiment et voudraient mettre en place. Elles sont des utopies compensatrices face aux malfonctions de la société des hommes. Donc, mais j'imagine seulement, pour elles, le juste milieu serait de compenser our land avec her land, et pas seulement de mettre en place une sorte de her land seulement féministe, pas avec des hommes. Ce sont des réactions qui doivent réagir et corriger en exagérant de l'autre côté ce qui est mal fait dans notre société, dans notre civilisation. Vous avez mentionné maintenant à la fin donc, deux termes qui rejoignent en fait la manière dont je lis les utopies. Vous avez choisi comme thème la parthénogenèse pour faire le lien entre ces romans, mais moi j'ai toujours lu les utopies comme une forme de proteste, comme une forme d'escapisme. Donc les femmes ou les auteurs choisissent de dire quelque chose d'une certaine manière quand ils ne peuvent pas le faire autrement. Et je pense que pour les femmes, c'était souvent le cas. Et je me demande, vous êtes une grande spécialiste de la littérature roumaine, pendant le communisme, par exemple, à part le fait qu'il n'y a pas beaucoup de femmes écrivaines, mais il n'y a pas beaucoup de femmes qui ont trouvé cette manière de lutter ou de protester, parce que parmi les hommes, les écrivaines de l'époque, je pense à l'école de Târgoviște, ils ont trouvé cette manière de fantastique comme forme de proteste contre, donc parce que le réalisme, socialisme était comme je manque le mot, insuffisant, non, était kidnappé par des auteurs comme Barbu, Eugen Barbu. Alors, des auteurs comme l'école de Târgoviște, Bănulescu, Mircea Horia Simionescu avaient trouvé comme l'utopie, le fantastique, je pense au roman L'hiver des hommes, donc l'ailleurs comme une forme de proteste, ou même, si vous voulez, même de publier, parce que ce n'était pas facile de publier avec la censure. Donc je me demande pourquoi les femmes écrivaines n'ont pas utilisé ce moyen de révolte et d'échapper à la réalité qui était assez oppressive pour les femmes à l'époque, je pense. Mais c'est sûr que vous ne pouvez pas mais on jase. J'ai juste une hypothèse, je ne sais pas si c'est la bonne. Je pense que le traitement social que le régime communiste appliquait à la société était lui-même très dur, et donc ce n'était pas spécifiquement les femmes qui étaient ciblées, c'était toute la société. Donc dans le cadre de ce mal généralisé, le petit mal de la différence entre les femmes. D'ailleurs, on se rappelle que l'État communiste avait mis en place une sorte de fonction où les femmes sont promovées, il disait. Uniunea Femeilor Comuniste, să fie iubit de l'Union de Femmes démocrates de Roumanie, le cabinet 2 de Ceausescu, qui était Elena, docteur, ingénieur, etc., etc. C'était, comment dire, c'était factice, ce type de... Comme tout était factice. Mais j'imagine que la pression sociale concernant toute la société était si forte que ces différences étaient atténuées. Et donc tout le monde protestait contre le régime, et puis on verra bien ce qu'il faut faire, mais maintenant il faut s'évader ou peut-être protester si c'était possible. Parce qu'il y a des utopies d'évasion, mais il y a aussi des utopies de proteste, en fait des dystopies, des anti-utopies, qui sont parues après la Révolution, parce que c'était difficile. C'était impossible de les publier. Merci infiniment. Voilà.